Le premier mot, Amérique, comme Amérique latine. Moi je viens du Venezuela. Ce que je trouve intéressant, par exemple dans le continent américain, ou du moins dans l'identité continentale américaine, c'est qu'elle se compose comme une sorte de tresse avec trois ficelles différentes. Il y a tantôt les Espagnols, les Blancs, qui sont arrivés avec le concept de place, avec le christianisme, avec le concept de théâtre, avec également des aspects culinaires et des aspects musicaux comme le joropo. Il y a également le peuple indigène qui lui est resté avec la Pachamama, le contact avec la terre, avec la mère terre, qui donne également une forme de dignité, c'est la flûte, c'est les Andes, c'est la tranquillité, la sérénité, la patience agricole. Et puis il y a également, dans le ventre des navires, sont arrivés les esclaves africains qui ont apporté l'Afrique et qui apportent les tambours et qui apportent tout ce côté un peu sucré, un peu fou, un peu carnaval. Et c'est cette grande tresse qui crée, avec les différentes identités, toute l'Amérique latine et qui fait alors que le peuple latino-américain est si diversifié, si fou et à la fois si élégant, si souverain et à la fois si robuste et puissant. Je trouve alors que, à ce niveau-là, rendre hommage à l'Amérique latine dans les livres est assez beau, aussi parce que, d'une certaine manière, au niveau de la langue, ça a fait un travail extraordinaire. On a transplanté l'espagnol depuis l'Espagne pour replanter cet arbre linguistique en Amérique latine et ça a donné des nouveaux fruits, des nouvelles branches, un nouveau feuillage que l'Espagne n'aurait jamais imaginé. Si bien que lorsque les grands professeurs émérites des universités espagnoles lisaient Rubén Darío, le grand poète nicaragüense, ils disaient qu'ils redécouvraient leur propre langue 4 siècles après l'avoir apportée. Donc, l'Amérique latine, à ce niveau-là, a su rendre à l'Espagne impériale, à l'Afrique et au peuple indigène ce qu'autrefois elle lui avait amputé. Réel, il m'a semblé beau de pouvoir parler du réel, peut-être bêtement par opposition à la fiction, avec le travail justement des écrivains latino-américains, mais également des écrivains français et européens. Il y a toujours eu une frontière poreuse entre la réalité, le réel et le magique, le fantaisiste. On retrouve par exemple dans les littératures russes avec Bulgakov, avec Gogol, on retrouve déjà un aspect dans lequel la magie peut intégrer à l'intérieur du réel. Quand on lit par exemple Marcel Aimé, quand on lit Pirandello, quand on lit même Cervantes, on peut déjà retrouver une magie, quelque chose de fou, presque de surréaliste, qui peut s'imposer dans le réel. Et quand on lit les écrivains latino-américains, de ce qu'on a appelé le boom latino-américain, et certains, notamment des Caraïbes, on pense au réalisme magique, et à l'intérieur du réalisme magique, on retrouve justement cet aspect avec le réel et la magie qui s'y mêlent dans un système assez simple, qui est celui de mettre un élément surnaturel dans un contexte parfaitement naturel. C'est-à-dire par exemple, dans une pièce comme celui-ci, eh bien, tout à coup, mon ami qui est là se met à vomir des lapins et tout à coup, devant cette magie, il faut obligatoirement trouver les lapins, les prendre, les mettre quelque part, trouver des tiroirs, etc. Toutes les conséquences de cet acte surnaturel vont être naturelles. Donc, le réel est absolument modifié à ce moment-là. Et c'est peut-être ça qui est beau dans la littérature latino-américaine et également dans la littérature européenne et peut-être dans une sorte de lignée d'une littérature qui a voulu suivre la magie et le réel en même temps, c'est de montrer à quel point il est possible de faire vieillir deux choses dans une même barrique. Aventure, l'aventure, la trouve à la fois intéressante dans la vie et intéressante dans les livres. Mais pour mieux parler de l'aventure, j'aimerais rendre hommage à une belle maison d'édition que j'ai découverte pendant l'écriture de Sucre Noir, qui s'appelle les Éditions du Trésor, dans lesquelles ils ont réussi à faire un catalogue où on retrouve énormément de jeunes et de vieux aventuriers qui sont partis dans les traces des chasses au trésor. Et je pense ici à Philippe Esnos, par exemple, qui est parti de son côté pour aller chercher les trésors de Benito Bonito au large du Costa Rica, pour retrouver un trésor où on dit que dans l'île de Cocos, il y a une vierge en or massif avec une couronne de diamants, une sorte de collier d'émeraude, et qui est là quelque part, qui dort depuis 3 siècles et que personne n'a jamais trouvé. Également, il y a tout le récit d'un homme qui est parti dans la recherche du trésor d'Atahualpa, qui était le dernier empereur inca, qui a été pris par un des frères Pizarros,
et ils l'ont enfermé dans une prison et ils ont demandé pour la rançon d'Atahualpa 11 000 mules chargées de 100 livres d'or chacune qui un jour sont parties de Cusco et qui ne sont jamais arrivées à la prison d'Atahualpa. Probablement ils ont été volés par des Espagnols ici et là et alors les voûtes d'or des cathédrales européennes sont probablement peintes avec l'or des 100 000 mules qui sont parties pour la rançon d'Atahualpa, le dernier empereur inca. Tout ça est raconté dans ce livre, dans cette édition du Trésor. On trouve également une sorte d'anthologie, une sorte de grande monographie avec des écrivains comme Jules Verne, comme de la Roncière, comme Stefan Zweig avec Magellan, comme tant d'autres qui ont également travaillé sur l'aventure, sur la chasse au trésor et sur la beauté de ces hommes qui sont partis un jour le ventre creux, barbus et bavards et qui se blessaient le pied avec des têtes de diamants dans la fange du limon des fleuves. Nature, le premier et le dernier personnage, non seulement de mes livres, mais de presque tous les livres probablement. Je suis en train de lire en ce moment Les vraies richesses de Jean Giono, dans lequel il montre à quel point il faut sans cesse revenir aux passions agricoles. Pour ma part, je viens d'un pays, le Venezuela, qui a eu une rente pétrolière dans les années 20, et à partir de là, on a arrêté de produire, on a arrêté de cultiver, on a rompu d'une certaine manière le tissu agricole et on s'est mis à tout importer, on s'est mis à tout acheter. On a été les enfants riches de l'Amérique latine qui, puisqu'ils n'ont que de l'argent, alors se mettent à tout acheter. Si bien on dit qu'au Venezuela, les gens sont si pauvres qu'ils n'ont que de l'argent. Alors quelque part, eh bien, la nature, à ce niveau-là, sans s'en rendre compte, est sans doute notre coffre rempli le plus grand de tous les trésors. Peut-être le Venezuela serait différent s'il avait su semer le pétrole, c'est-à-dire pouvoir multiplier les vaches dans les prés, multiplier les poules dans les volières, de créer des barrages, de fonder des écoles, de construire des autoroutes et de changer justement le pétrole dans des choses qui avaient à voir avec la terre. Probablement également, puisque nous sommes assis sur une des terres les plus fertiles, les plus riches, les plus larvées de l'Amérique latine, on aurait pu, avec des semailles, avec des récoltes, avec de la patience, pouvoir trouver tout l'or qu'on a cherché sans cesse à 12 pieds sous terre dans des puits de raffineries pétrolières. Alors, je veux croire aujourd'hui que la nature est le premier et le dernier personnage et on ne lui rendra jamais assez hommage. Les nouvelles, moi je viens comme beaucoup du monde de la nouvelle, puisque c'est là où c'est ma forge. J'ai toujours trouvé beau l'image de Cortázar quand il parlait de la nouvelle et il disait la nouvelle, en faisant l'analogie avec la boxe, gagne par KO, par knockout, alors que le roman gagne par points au niveau de la boxe. J'ai toujours trouvé ça vraiment excellent car en effet, quand on écrit une nouvelle, c'est un exercice différent puisqu'il s'agit de chute. Le personnage a besoin d'une épaisseur qui est tendue vers une chute, qui est tendue vers quelque chose, vers une seule idée que tu vas développer. Le roman, naturellement, a besoin d'une sorte de fresque, a besoin d'un éventail, a besoin d'un mur suffisamment grand pour pouvoir y créer à l'intérieur plusieurs nouvelles, plusieurs chutes et donner à un personnage des contradictions que peut-être il n'a pas au niveau de la nouvelle. Pour humblement mes livres et pour Sucre Noir, l'idée était peut-être de créer une sorte de système où chaque chapitre aurait une fin, aurait une forme de chute, mais une chute qui permettrait d'introduire le nouveau chapitre. Le premier chapitre est bien entendu une nouvelle à part, qui pourrait même se lire complètement à part, et puis à partir de là s'enclenche tout un nouveau système d'intrigue et de déroulement de l'action qui lui aussi est fait par une structure de petites boucles. L'idée était encore une fois de reprendre l'idée de la nouvelle, c'est-à-dire de cette forme serrée, limitée, géocentrique, et de pouvoir la dérouler sans cesse jusqu'à l'infini dans un effet de spirale vers le haut puis vers le bas, selon le système pyramidal du roman classique du 19e et du 20e siècle français. Donc, j'espère que la nouvelle a été l'argile et que le roman est la statue.